Bonjour, invité surprise. Je vous prie d'accueillir Pascal Légitimus qui est avec nous aujourd'hui. Salut Pascal, on t'entend pas, Pascal, faut il y que a tu juste cliques sur ton micro. le micro. Voilà. Voilà, comme ça c'est bon? Ah Super. Ouais. Formidable, excusez-moi. Bienvenue au Café du Confinement. Bonjour, sympa comme café, c'est original en tout cas. Oui. Eh bien, je suis vraiment ravie que tu sois parmi nous. Et puis avec Patrick, on souhaitait un petit peu voir comment tu vis le confinement. Et puis, c'est-à-dire que tu as vécu aussi différentes choses que tu pourrais nous partager, puisque tu as dépassé également beaucoup finalement d'épreuves dans ta vie. Et puis, tu enseignes aujourd'hui ces méthodes qui permettent de passer au-dessus de des souffrances, donc qui pourraient aussi profiter à chacun. Alors, bien, écoute, dis-nous déjà comment ça va. Écoutez, ça va bien, dans le bon sens du terme, ou en tout cas, le frigidaire est plein et je ne suis pas malade. Donc la base est assurée, et pour répondre à toutes ces questions, donc la première c'est le confinement, je le vis plutôt bien parce que comme je suis un créatif en toute modestie, je suis souvent à la maison quand j'écris, donc le confinement pour moi ce n'est pas quelque chose de nouveau ou d'agressif. La seule différence c'est que je ne vois pas mes amis, je ne travaille pas à l'extérieur, je ne joue pas au théâtre, je ne suis pas en relation avec tout le staff professionnel qui est donc la télévision, les théâtres et le cinéma. Mais à part ça, tout va bien. Et ce qui est agréable, c'est que je vis dans un hameau qui est fermé avec plusieurs maisons. Et les femmes du hameau se sont coagulées pour faire de l'économat. C'est pour vous dire qu'il y a une solidarité. Donc l'argent vient à nous. C'est-à-dire que si on veut aller à la banque, il y a des gens qui vont... il y a une personne qui sort pour... voilà, on lui donne les cartes bleues, donc en toute confiance. Si on veut de la nourriture, elle vient à nous. Donc comme je disais hier, si tu ne vas pas à la Gardère viendra à toi. Donc, en fait, on n'a aucun souci, si ce n'est que voilà, on est en manque de relations amicales et humaines. Voilà. Merci. Alors, il y a juste un petit frottement sur ton micro. Je ne sais pas s'il est sous ton pull, par exemple. Exactement. Je pense que... C'est super discret, mais voilà. Alors, je vais faire la différence. Je vais peut-être le remettre normalement. Peut-être. Mais c'est bien, c'est mieux, là. Ça passe bien. Voilà. Ouais, super. Je vais mettre un col en V la prochaine fois. Voilà. Voilà. C'est bien. Vous êtes à l'affût de tout, Madame Estelle. Hein. Formidable. C'est vrai, je confirme. Ouf, bien. Alors Pascal, bien sûr, tu t'es fait connaître avec Les Inconnus. Il paraît, enfin entre autres. En fait, la première vision du spectateur, là où ils m'ont découvert, c'est au théâtre de Bouvard en 1982. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on a été assez médiatisé parce que pendant 2 ans, pratiquement du mardi au vendredi, on était tous les soirs, pour ceux qui le savent, à 8h moins quart, juste avant le journal de Antenne 2 à l'époque. Donc déjà, c'était un premier tremplin formidable. Et ensuite, effectivement, l'aventure des Inconnus qui dure encore jusqu'à hier, aujourd'hui, demain peut-être. En tout cas, ça nous fait de très très bons souvenirs. Et puis tu continues à être très actif puisqu'on te connaît maintenant également en tant que réalisateur, en tant que producteur. Tu as également écrit un livre qui s'appelle L'Alphabétisier. Oui, je fais des bricoles. En fait, pour moi, ce qui est important, c'est la transmission, comme je le dis souvent. En tout cas, c'est de m'exprimer, peu importe la forme. Dès que j'ai quelque chose à dire, je choisis la meilleure forme pour transmettre et voilà, pour m'exprimer. Donc, pour l'instant, le livre, c'était un ami qui m'a proposé cette idée-là. Alors, je pensais justement à Monsieur Patrick parce que j'ai adoré le documentaire sur la langue des oiseaux, juste avant qu'il ait l'idée de ce livre. Et la coïncidence a voulu, coïncidence ou hasard, je ne sais pas. En tout cas, ça vous. On n'y croit pas au hasard. Oui, c'est ça. Il y a des causes inconnues. Oui, monseigneur, tout à fait. Et en fait, l'idée du bouquin, brièvement, c'était de dire, on prend un mot, on enlève une lettre ou on rajoute une lettre. Donc, si on prend par exemple le mot dépôt-vente, on fait une espèce de manip, ça donne dépôt-ventre, et ça fait donc comme définition femme porteuse. Après, il y avait le mot aristocrate.
on change, aristocrate, et ainsi de suite. Donc du coup, on trouvait des néologismes avec des mots dont on pourrait avoir l'utilité à un moment précis, à un instant T. Donc on a refait tout l'alphabet, et on a pris les mots qui nous intéressaient, et puis ça donnait l'alphabétisé. Évidemment, il y a aussi des rubriques avec des fausses épitaphes, notamment l'épitaphe de Macron, c'est « Manu, tu descends », c'est déjà fait. Voilà, il y a aussi des rubriques aussi « J'aime pas ». Il y a des chansons détournées comme « Allô maman, bio bio », « Comment tu m'as fait, je suis pas bio ». Donc en fait, ça a du sens. C'est ça qui est intéressant, ce n'est pas que ludique, c'est soit on rit, soit on sourit, ou on réfléchit. Voilà. C'est ça. Et le rire est un bon dissolvant, Patrick. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, c'est exactement, je rebondissais aussi sur des questions. Bien sûr que le rire est un dissolvant universel aussi, parce qu'il appartient à tout le monde, ce rire. Et que il est déclenché dans les pires moments. Justement, les moments de tension, les moments de stress, les moments terribles, qui n'a pas ri à un enterrement, par exemple. Ah oui. Et est-ce que c'est malséant ou est-ce qu'au contraire, c'est la manifestation justement de cet esprit qui vient nous dire, bah, bien sûr que on est malheureux de perdre quelqu'un. Mais d'ailleurs, moi, je pense toujours qu'on ne perd pas quelqu'un, on le rend. Et que ce rire, justement, on le voit aussi dans le Petit Prince. Quand le Petit Prince dit à Syntex en lui disant, mais quand je serai mort, quand je serai parti, ne sois pas triste. Tu m'entendras, tu verras cette étoile, c'est l'endroit où je suis, et tu entendras un rire cristallin. Et le rire cristallin, c'est quand même intéressant, puisque ce côté cristallin, cristal, c'est celui qui laisse passer la lumière sans résistance. Et je pense que le rire, le mécanisme du rire est un excellent dissolvant. Ce qui amène à déclencher ce mécanisme peut être discutable, ça peut être féroce, ça peut être malséant. Mais par contre, une fois que le rire se déclenche lui-même, je veux dire, un enfant, on dit un bébé quand il sourit aux anges ou quand il fait des éclats de rire, ces éclats de rire rebondissent, on les entend et vraiment ils viennent pour moi dissoudre une noirceur. Je reviens à l'enterrement de tout à l'heure, il arrive des fois qu'il n'y ait pas seulement un rire mais un fou rire et que les gens entiers, tout le monde ne peut s'empêcher de rire. Et pour moi, rire à un enterrement, ça serait le plus bel hommage que je pourrais rendre à quelqu'un que j'aime. Donc merci à ceux qui nous font rire, surtout qui nous font rire. On a tellement de gens qui nous font pas rire en ce moment et qui, au contraire, qui musellent le rire, que c'est un vrai bonheur de t'accueillir dans notre café avec la ribambelle de rire que tu emmènes et des rires intelligents aussi. C'est gentil, je transmettrai aussi à mes camarades. Mais alors, ça me fait penser à ce que vous dites, à ce que tu dis, c'est le livre et le film Au nom de la rose. Oui. Parce que de mémoire, dans ce film et dans ce bouquin, il est dit qu'il y a un livre qui fait rire et qui ne doit pas exister, et qui doit être occulté. Parce que, paraît-il, le rire, si les gens rient, les gens sont heureux. S'ils sont heureux, il n'y a pas la notion du diable, pas de diable, pas d'église, pas d'église, pas de pouvoir, pas d'argent. Et c'est vrai que je trouvais que la transitivité était intéressante. De dire que le rire, évidemment, ça, tu l'as dit, mais c'est très très bien, c'est de divertir, mais en même temps, c'est l'effet miroir qui se met en place, c'est-à-dire qu'on montre au peuple, aux personnes qui nous regardent, comment il fonctionne, comment il vit. Donc du coup, il peut y avoir aussi un regard critique, et ça peut éveiller les consciences. Le rire peut aussi subtilement éveiller les consciences. Et nous, les inconnus, on l'a fait naturellement. On s'est pas posé la question de se dire on va éveiller les consciences. On s'est simplement exprimé naturellement en écrivant des choses qui nous énervaient, qui nous amusaient, qui nous titillaient. Et puis ça donnait des sketchs, mais des films, des chansons. Et vice versa. Hein. Et vice versa. Bravo. Et voilà. Donc c'est vrai que le rire. Alors ça me fait penser aussi à un livre de Jean-Pierre Garnier-Mallet. Est-ce que vous connaissez ce monsieur? Oui. Qui est un ingénieur en mécanique des fluides, qui a fait un bouquin sur le futur. Et il disait entre autres que quand les gens rient, les gens ne pensent pas. Donc ils ont l'esprit vide. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose. Quand on va à la selle, pendant les 30 secondes où il se dégage des choses de nous, on ne pense pas non plus. Et on a souvent des fulgurances. On se dit, tiens, faut que j'appelle un tel, faut que j'appelle Monsieur Patrick, faut que j'appelle Estelle, faut que je me rende à tel endroit où je prends des notes. Et aussi un autre moment qui est important, c'est quand on fait l'amour. C'est-à-dire que le vrai amour, pas l'amour
pornographique, mais l'amour de l'échange, il y a aussi des mécanismes qui se mettent en place qui font qu'il y a aussi des fulgurances. Et voilà, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai appris tout ça avec des copains qui m'ont donné des livres, et puis évidemment, je me suis ouvert à tout ça parce que, en fait, je me suis ouvert à ce qui était à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui se passait, comment ça fonctionne, plus que ce qui va à l'extérieur. Donc, en fait, c'est tout le propos que vous avez pendant vos petites conférences. C'est formidable, bravo. Alors, j'ai eu la chance de rencontrer Monseigneur Lustiger, qui était donc à la paroisse Sainte-Jeanne de Chantal, à la porte de Saint-Cloud. Quand j'étais gamin, j'avais 15-16 ans, et c'est lui qui nous a permis d'obtenir une salle de théâtre, de répétition, pour faire mes premières armes dans ce métier-là avec des copains. Et il a dit, oui, vous me faites rire, alors je vous octroie une salle de scout pour faire vos bêtises. Et donc voilà, je le salue au passage, Oui, comme quoi, voilà. Non mais excellent aussi. C'est peut-être un message là, de refaire le monde, que les hommes d'église nous fassent enfin rire, en le faisant exprès, j'entends. Hein. Ouais, mais il y en a. Enfin, moi, j'ai connu Il y en a. souvent quand il y a des mariages, moi j'assistais à des mariages où il y avait des curés ou des prêtres qui étaient à pisser de rire avec des sermons au second degré, en faisant des allusions aux mariés avec des anecdotes. Il y avait un petit côté chatouillant et puis titiller là où ça fait mal, mais avec intelligence. Donc moi, voilà. Ils sont pas tous à la même enseigne, évidemment. Oui, c'est sûr. Mais ça me fait penser, si je peux me permettre, la phrase de Monseigneur. Vous pensez beaucoup en fait, hein, parce que ça fait oui, je pense. Je pense parce qu'en ce moment je peux pas dépenser, donc. Je comprends. je me remets évidemment là-dedans. La phrase de Monseigneur Gaillot, où on parlait du célibat des prêtres et qu'est-ce qu'il en pensait. Et il disait, si les soutanes étaient en bronze, on entendrait souvent sonner l'Angélus. C'est tellement vrai, voilà. C'est tellement juste, c'est tellement vrai. Alors, je voulais vous parler. Alors, vous voulez peut-être dire quelque chose, Madame Estelle? Oui, mais je pense peut-être la même chose que toi, c'est-à-dire que je voulais faire un lien entre la spiritualité et puis finalement ce qui vous unit aussi tous les deux, c'est-à-dire que tu t'es ouvert aussi au monde de la réalité non ordinaire, comme Patrick appelle cela, oui. Suite à des expériences un peu difficiles dans ta jeunesse. Et oui, peut-être que tu voudrais nous partager un petit peu cette partie-là de ta vie. Alors pour faire court, comme je l'ai signifié dans votre lettre d'expert, je l'ai souvent dit ces temps-ci parce que j'avais besoin de le dire, puis les gens me posaient la question, quel était mon parcours. Mais effectivement, quand j'étais gamin, j'ai eu la malchance d'avoir une maladie des os, donc je ne fixais pas le calcium. C'était une décalcification des os. Donc j'avais les os mous, voilà. Et donc il me fallait du soleil pour solidifier tout ça. Et donc le docteur Péan de l'époque m'a envoyé donc dans un sanatorium dans le sud de la France, l'hôpital San Salvador, près de Hyères. Et donc et j'y suis resté 17 mois exactement. Et comme mon père travaillait beaucoup et que ma mère était à la maison et elle attendait donc mon frère, je n'ai pas eu la visite de mes parents souvent. En tout cas, je n'ai pas le souvenir. Et le seul souvenir affectif que j'avais, c'était une infirmière, Madame Lallemand, une dame de 50 ans, qui m'a permis d'avoir ce lien affectif. Sinon, devant moi, j'avais la mer, les palmiers, le ciel et le soleil. Donc pendant 17 mois, imaginez-vous un enfant mutique dans un lit qui bouge pas. Donc entre 2 et 4 ans, il n'y a pas d'épanouissement, les neurones ne se forgent pas. Et quand je suis rentré, mon frère était né. Donc il avait pris ma place. Donc, je dis le complexe de Bitt. Et donc, du coup, j'étais presque autiste, plus haute que autiste, mais en tout cas, j'étais dans une espèce de... Je parlais pas, quoi. Et mon père a eu la bonne intelligence de me faire du théâtre vers l'âge de 9 ans. Et donc, j'ai joué dans une comédie musicale pour enfants. Et dès que je me suis senti sur scène, j'étais super bien. Donc, pendant cette période des 2 ans, j'ai développé tout le reste. Comme je parlais pas, donc les yeux, le sens olfactif, les oreilles. Et du coup, je comprenais ce qu'on appelle les non-dits, les non-vus. Je comprenais vraiment beaucoup de choses intuitivement. Et comme ma grand-mère était médium et qu'elle était assez versée là-dedans, Darling Legitimus, elle m'a un peu initié à tout ce monde non ordinaire. Voilà. Merci pour ton témoignage, Patrick. Est-ce que tu as envie de revenir sur ce que j'allais dire, ça ne m'étonne pas. Ce monde non ordinaire est tellement présent qu'il faudrait être aveugle pour pas le voir. C'est-à-dire, si on est englué encore une fois dans le monde, on va pas voir ce monde non ordinaire. C'est pas parce qu'on le voit pas qu'il n'existe pas.
Et à partir de ce moment-là, c'est aussi une nouvelle compréhension du monde et peut-être quelque chose qui nous rapproche encore plus. Ouais. Donc et on voit bien justement dans quelles conditions aussi ça peut se manifester. Le confinement obligatoire que tu as eu finalement t'a ouvert l'esprit justement. Ouais, je Ça a pense. permis forcément de faire des choses que tu pouvais pas faire autrement. T'as compensé. Donc c'est une grande leçon aussi pour ce qu'on vit aujourd'hui, où les gens se plaignent aujourd'hui en disant mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Ah bah, oui. La question, c'est aujourd'hui, mais ouvrez-vous justement. Si les outils et les habitudes que vous avez, que vous ne pouvez pas utiliser aujourd'hui par force, c'est l'occasion aujourd'hui de utiliser, de percevoir tous ces nouveaux outils. Donc, c'est ça l'inspiration à ce moment-là. C'est Donc, ça, je suis ravi, quoi. j'ai développé alors des choses un peu, j'étais un peu télépathe. Enfin, des fois, je parlais à des gens, je disais des choses et ils me disaient, mais comment tu sais ça? Ma mère, elle n'est pas au courant, ou mon père n'est pas au courant, ou des fois, je faisais pleurer des amis, ils me disaient, mais t'as mis le doigt sur un truc. Donc, du coup, j'ai développé ça, enfin, en tout cas, j'ai fouillé, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, et puis voilà, du coup, j'ai approché des personnes compétentes qui m'ont expliqué qu'effectivement, qu'on était capable de développer des choses non visibles. Voilà. Du coup, ma carrière et ma vie personnelle est dirigée que par mon instinct. Comme je disais hier dans une interview, c'est mon petit doigt m'a dit, c'est mon petit ange gardien qui me, voilà, je me fie vraiment à ce que je ressens et c'est toujours juste. À 99%, c'est toujours juste pour moi-même en tout cas. Voilà. Pour ça, j'ai dit oui. Voilà. J'ai dit oui à tous les deux parce que j'ai senti que c'était bien. Par intuition. Bah écoute, pareil. Et je vous rappelle que le petit doigt, hein, c'est le doigt de Mercure. C'est le messager des dieux. Donc Ah. c'est pour ça qu'on dit le petit doigt m'a dit. Voilà. Voilà, comme quoi. J'ai bien fait de venir. Bah, ça, c'est sûr. Et alors, tu as développé, tu me parlais d'une méthode en fait que tu as développée pour aider les autres. D'ailleurs, tu coaches des artistes, etc. Oui, oui. En fait, j'estime que quand un artiste veut monter sur scène ou faire de la télévision ou en tout cas s'exprimer, si l'instrument est vicié, il sera pas à 100% de ses capacités. Donc, quand je rencontre des comédiens, alors comme Anthony Cavana, Laurent Ruquier, Stéphane Rousseau et plein d'autres, Élie Dieudonné et plein d'autres avec qui j'ai travaillé pour monter leur spectacle, ou quand je fais des masterclass, je pars toujours de la personne. Donc, j'essaye d'identifier, donc, avec mes capacités, ce qui ne va pas, un peu comme un garagiste qui va dire, tiens, le carburateur, là, c'est le filtre à air. Et du coup, je mets le doigt sur des choses un peu plus personnelles dans leur vie privée, sans être trop intrusif. Donc, j'essaye de remettre à niveau des choses pour qu'ils puissent après avoir les bons instruments pour travailler. Donc, c'est sur l'observation de la personne, donc comment elle se comporte, le parfum, la couleur des cheveux, la manière, est-ce qu'elle se tient droite, pourquoi à droite, à gauche, les gestes qu'elle fait, les non-dits. Voilà, des fois, c'est Lee Strasberg de l'Acteur Studio qui disait qu'on peut connaître aussi le caractère de quelqu'un à la manière dont il cache aussi ses sentiments. Donc, vous voyez, toutes ces méthodes-là, donc j'ai fait une coagulation de toutes ces méthodes pour travailler, accompagner des acteurs. Alors, quand l'acteur est à l'aise, du coup, il peut jouer, ne pas avoir pudeur pour jouer un sentiment, pour qu'il soit juste. En même temps, pour terminer, autant un violoniste, il a son instrument, c'est le violon. Nous, les acteurs, c'est nous-mêmes. Donc, beaucoup d'acteurs jouent avec leur névrose, mais il y a aussi des acteurs qui jouent avec les névroses du personnage. Et donc, si on ne connaît pas tous ces sentiments subtils, on ne peut pas les exprimer ou les avoir observés. Voilà. Merci. Eh bien, Patrick, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la suite de notre émission? Non, j'ai rien à ajouter. Je voulais juste remercier de t'être livré comme ça parce que c'est pas du tout évident et on voit bien qu'on est entre amis ici parce qu'on peut tout se dire. Oui, tout à fait. Et que c'est un réel bonheur d'entendre comment dirais-je, un témoignage aussi touchant. Oui, oui, mais un être humain, voilà. Ouais, mais un être humain qui se livre aussi par les temps qui courent, c'est pas si évident que ça. Non, je pense que d'accord. On se livre pas tellement, on voudrait plutôt se délivrer ici. Et je pense que les gens cachent beaucoup plus de choses qu'ils ne disent. Les gens ont peur de pas bien paraître, ils ont peur qu'on les juge. Enfin, c'est ça. Bon, c'est super. Merci en tout cas. Merci Pascal de ta visite au café et de tout ce que tu nous as partagé, de t'être livré. Mais on a le droit de revenir ou il y a qu'une fois dans ce café? Comment ça se passe? On va trouver un moyen de se revoir au café.
Ben voilà, je sais pas, au mois de mai, au mois de juin, enfin dites-moi, avec plaisir. Hein. Ici ou ailleurs, bien sûr, on va forcément se Donc, revoir. alors, voilà, je vous ferai ce bouquin-là, hein, je vous l'enverrai gentiment, et puis comme ça me fera un plaisir de vous l'offrir. Merci. Aux gens qui nous écoutent, à bientôt peut-être avant, ailleurs ou sur les planches, ou voilà, à la télévision, peu importe. En tout cas, je serai ravi de vous rencontrer de vive voix à tous. Oui. En tout cas, j'ai beaucoup appris, comme d'habitude. Et puis, Estelle, à bientôt. Merci Pascal. Patrick, à très vite. Voilà, cool. Et puis, donc là, j'éteins le micro, voilà, je fais comme ça. Hein. C'est ça, je fais comme d'habitude, vous m'avez dit. C'est la chef. Oui, hein. on coupe le micro, la caméra, quand tu veux. Tu peux rester avec nous si tu veux suivre la suite de l'émission ou bien si tu as autre chose à faire. Oui, voilà. j'ai un gâteau à faire. C'est important ça. Tu mettras un peu de spiritus dedans alors. Hein ouais, écoutez, oui. De toute façon, écoute, on t'en envoie plein. Hein. C'est ça. C'est de l'amour, hein, spiritus, synonyme, c'est ça. Hein aussi, ouais. Ok. À bientôt, merci. Bye, merci Pascal. À bientôt.